pour aborder cette question de la santé dans les troupeaux, de voir aussi les attentes des éleveurs et puis les besoins d'accompagnement et du coup les dispositifs qui se mettent en place autour d'eux. On a invité donc Jean-Noël Desbois, qui est éleveur à Guérande en production laitière, donc en Loire-Atlantique. Marie Ralisson-Yon, qui est aussi éleveuse mais en production caprine, à Saint-Julien-de-Vouvante, également en Loire-Atlantique, pas très très loin d'ici finalement. Anna Kerivel, qui est aussi en production laitière sur Cambon, donc également en Loire-Atlantique. Et puis Catherine Experton de l'ITAB, qui nous présentera des travaux qui sont menés au sein d'un CASDAR, qui sont menés au sein d'un CASDAR sur les questions de santé animale. Et puis Catherine Roffet, qui est vétérinaire sur Redon et qui est partenaire du GAP 44 avec Laurence Jouette, qui est là aussi, qui pourra intervenir aussi, donc dans un partenariat qui a été mis en place au sein du groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique avec donc, les éleveurs sur ces questions de santé animale. Et puis 2 autres éleveurs sur des productions différentes qui sont peut-être là qui sont là dans le salon d'ailleurs, mais qui sont du coup en témoignage vidéo pour la conférence aujourd'hui. Donc on va tout de suite passer les deux premiers témoignages. Donc d'abord Régis Fresneau. Bonjour, je suis Régis Fresneau, j'ai 55 ans et je suis éleveur sur la commune de Plessis en Pays de Redon. J'élève environ 75 brebis de race locale rustique Lande de Bretagne et pour une production d'ovins-viande en circuit court. Et j'ai une petite activité à côté d'éco-pâturage. Pour moi, un troupeau en bonne santé, c'est un troupeau qui se maintient ou se développe bien, avec un minimum de mortalité, aussi bien pour les brebis qui doivent bien vieillir tout en continuant à produire 1 à 2 agneaux par an, et également des agneaux qui, bien qu'avec une croissance lente, doivent pouvoir maintenir cette croissance dans la période estivale, ce qui était une période cruciale en production ovine. Alors quels sont mes besoins en attente autour de la santé animale? Ça se résumerait à, puisque le vétérinaire ne vient pas à la ferme sauf pour des périodes de formation, il faut tout faire pour anticiper les problèmes, c'est-à-dire bien connaître son cheptel et les réactions face aux changements alimentaires, face aux écarts de température et bien sûr aux différents stades physiologiques de la brebis. Car tout cela se retrouve finalement autour de la lutte contre le parasitisme ou les effets du parasitisme. Et pour bien anticiper cela, il faut, je pense, un bon retour d'expérience sur ces différents problèmes. Et je pense qu'un accompagnement vétérinaire autour d'un groupe d'éleveurs que je souhaite plutôt homogène, c'est-à-dire au niveau des systèmes, va nous faire gagner un peu de temps. Parce que si on attend que chacun ait été mis face à tous ces problèmes, il peut se passer un certain nombre d'années. Donc moi, je suis assez content que que fonctionne un groupe homogène au sein du GAB. Il me posait les questions, enfin il donnait les réponses et en rappelant les questions qui lui sont posées, en fait, qui seront posées également. Donc en fait, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un troupeau ou un élevage en bonne santé? Et ensuite, quelles sont les attentes, les besoins et les attentes que vous avez en tant qu'éleveur, quoi. Donc Maxime, éleveur en poules pondeuses. Bonjour, donc Maxime Huppel, 32 ans, bientôt agriculteur, bientôt parce que je serai installé dans 3 mois maintenant. Voilà, sur une ferme où on sera donc 2 associés, 85 vaches et on a un atelier poules pondeuses naissant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 250 poules pondeuses et on va le monter aux environs de 700 poules. Alors pour moi un élevage en bonne santé, c'est déjà on travaille en lot quand même avec les poules pondeuses, on ne travaille pas à l'individu, donc c'est avoir un lot qui est relativement homogène et qui va bien vivre. J'entends par là où on ne va pas sortir une nervosité dans le bâtiment en rentrant, où on ne va pas avoir un phénomène de piquage trop important, et on aura toujours parce qu'on reste sur une hiérarchie installée, mais on va dire que c'est de l'ordre du raisonnable, où on n'a pas une grosse pression au moment de la sortie, au moment des rentrées des poules, au moment de donner l'aliment. Voilà. Et pour moi, un lot en bonne santé, c'est un lot qui vit, où je vois des poules qui vont gratter le sol, qui vont avoir des comportements normaux, c'est-à-dire gratter,
s'alimenter, fouiner. Du coup, c'est assez curieux. Voilà, si je trouve tout ça chez une poule, comme on pourrait trouver chez un particulier dans le jardin, je me dis que mon lot il fonctionne bien et il vit bien. Au niveau sanitaire, moi les questionnements que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a vraiment tout bien travaillé, étudié au niveau des parcours. Je pense que aujourd'hui on sait déterminer quand notre lot il est malade, quand il y a une bronchite, comment on peut travailler avec de l'homéopathie, comment on peut résoudre les soucis avec des produits naturels. Mais comment en amont on s'évite ce genre de problème, et notamment la pression sur les parcours, parce que les poules pondeuses ont quand même cette particularité de rester souvent beaucoup auprès du bâtiment. Donc voilà, moi de mon côté j'essaie d'innover, de trouver des solutions, mais je pense que la solution on la trouvera en groupe d'échange entre agriculteurs, parce qu'il faut qu'on améliore à mon avis notre approche du parcours. Et pas en faire seulement une approche de bien-être animal, mais une approche sanitaire. Voilà, essayer de voir comment on peut limiter la pression sur les premiers mètres, comment on peut apporter ce dont les poules ont besoin sur les parcours, notamment ombre, notamment protéines animales, où on sait bien qu'elles peuvent être carencées en fin de lot, ce genre de choses. Voilà, c'est ça, mais moi mes interrogations au niveau sanitaire. Ouais, moi je trouve que finalement sur cette partie santé, je trouve qu'aujourd'hui on est bon sur justement ce qui est de soigner l'animal, et par contre on s'est moins intéressé à ce qui est de prévenir ces maladies. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'améliorer encore sur la prévention, et notamment, voilà, je disais les parcours, mais c'est voilà, comment on prévient dans notre comportement, dans notre travail d'éleveur, les problèmes. Du coup, je vais poser les mêmes questions en commençant par Marie, qui est à ma droite. Donc, Marie, est-ce que tu peux nous dire un peu pour toi, qu'est-ce qu'un troupeau de chèvres en bonne santé? Alors, un troupeau de chèvres en bonne santé, pour moi, c'est un troupeau très calme, déjà. Ça ne se bat pas, avec un beau pelage qui me donne du lait de qualité. Il faut faire des bons fromages, voilà, parce qu'on est transformateur. Que dire encore, voilà, des chèvres qui, en montant sur le quai de traite, pendant la traite, ruminent. Moi, c'est le premier signe. Voilà, le matin. Si mes chèvres ruminent, déjà, je suis tranquille. Et la deuxième question, c'est quels sont les besoins et les attentes que toi, tu as pu voir sur la ferme et éventuellement avec les autres éleveurs caprins? Alors déjà, chacun dans notre coin, on tourne autour de nos différents problèmes. Le problème en chèvre, c'est le parasitisme. Voilà. Donc on essaie de gérer notre pâturage comme on peut. Donc depuis 3 ans, on attaque notre 3e année là, en groupe avec Catherine, la vétérinaire qui travaille avec le GAB, où là, on s'est rendu compte que ne pas être tout seul dans notre coin, c'était vraiment très important. Donc, on échange beaucoup, déjà. Faut se dire aussi, enfin, en tout cas, nous, on se dit que tous les ans, c'est une année différente. À chaque fois, on attaque notre 15e année. Cette année, on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais eu. De l'entéro à bloc, on a cherché avec Catherine d'où ça venait, et la mort dans l'âme, on a fini par vacciner nos chèvres pour la première fois. Bon, voilà, par exemple, ça peut arriver. Donc on va travailler ce problème-là et essayer de comprendre. On n'a pas trouvé d'où venait ce problème. Donc nous le futur proche là, ça va être travaillé. Ça, entre autres. Voilà. Et autrement, on travaille beaucoup la prévention, la gestion. Voilà. Donc Anna, éleveuse avec mon conjoint de vaches laitières. Donc. Je précise avec mon conjoint parce que je vais souvent dire nous, je pense, parce que la santé animale dans notre troupeau, c'est vraiment quelque chose de central pour
pour lui et moi, donc voilà, c'est pour ça que je précise. Donc pour nous, un troupeau en bonne santé, c'est un troupeau qu'on trouve bien, qu'on trouve serein en fait, avec des vaches. Quand on rentre dans l'élevage, on a l'impression que l'élevage et que les vaches laitières et nous, on a trouvé une sorte d'équilibre entre l'alimentation des vaches, le logement, leur milieu de vie, les relations entre elles et nous, les relations entre elles aussi, avec voilà, chacune leur place dans le troupeau. Enfin, c'est un peu un tout, quoi. C'est l'impression que dans l'élevage, ça va bien, qu'elles sont bien, que nous, on est bien. Donc, pour nous, c'est ça, en fait, un troupeau en bonne santé. Et un troupeau qui est aussi un peu en adéquation avec ce qu'on leur demande, quoi. Avec le niveau de production qu'on peut leur demander, même s'il n'est pas forcément élevé, mais voilà, qui répond bien, en fait, à ce qu'on peut leur demander. Donc, voilà pour nous, un troupeau en bonne santé. Ensuite, nos besoins et attentes. Alors nous, on est jeunes installés, donc des besoins et des attentes, on en a plein. Donc parce qu'en fait, on est installé depuis le 1er janvier 2016, donc c'est très récent. Mais moi, je suis sur l'exploitation depuis janvier 2015. J'ai fait un contrat de parrainage en fait avec le cédant d'1 an. Et donc, à la suite de ça, on s'est installé il y a 9-10 mois, quoi. Donc, nos besoins et attentes, il y en a plusieurs. Donc, le premier, c'est d'avoir un regard qui soit un peu extérieur et avisé sur notre troupeau. Donc, nous, on a besoin de ça. Donc, on ne le retrouvait pas forcément dans les différents intervenants qu'on pouvait retrouver sur la ferme. On n'avait pas forcément de regard... on avait un regard extérieur, mais pas forcément de regard avisé sur vraiment les vaches et sur l'aspect santé, en fait. Donc ça, c'était un de nos premiers besoins. Ensuite, on a besoin aussi d'un suivi sur le long terme, avec une approche qui est globale sur l'exploitation. Donc un peu différent, on a nos vétérinaires en fait référentiels, enfin les vétérinaires traitants, qui viennent pour des pathologies à un instant T pour une vache précise. Nous, on avait besoin d'une approche globale avec quelque chose de plus... sur du plus long terme en fait, quoi. Un peu comme la métaphore, ce serait un peu comme le suivi d'une voiture en fait. Nous, on emmène notre voiture au garage quand elle est en panne. Et nous, on avait plus besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour faire en sorte qu'on emmène la voiture le moins possible chez le garagiste, quoi. Donc voilà, un peu prévenir le traitement d'une pathologie à un instant T. Donc vraiment un accompagnement. Et ensuite, c'était aussi, comme besoin, on a un besoin d'apport de connaissances en termes de santé animale pour gagner en autonomie et avoir la possibilité d'intervenir en premier soin nous-mêmes, en fait, sans avoir besoin de forcément l'intervention de quelqu'un extérieur, quoi. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de besoins et d'attentes. Donc moi c'est Jean-Noël, du coup je suis installé avec Benjamin, mon fils, depuis 5 ans. Donc c'est vrai que pour nous un élevage en bonne santé, ou un troupeau en bonne santé, c'est... Ils ne produisent pas trop pour pas qu'elles prennent trop sur leurs réserves. Donc aussi une alimentation variée, donc qu'elles n'aient pas du plat unique. Donc chez nous, l'alimentation c'est herbe majoritairement, mais c'est un petit peu de maïs, c'est un petit peu d'enrubanage, c'est un petit peu de betterave, c'est un petit peu de potiron. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est fractionné beaucoup l'alimentation, mais on imagine que la vache, si elle prend des éléments dans un tas d'aliments différents, elle prendra des éléments dans des éléments différents dans chaque aliment, quoi. Donc le but c'était d'arriver à ce que les vaches soient le moins malades possible, donc qu'elles ne prennent pas sur leurs réserves comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'on n'ait pas besoin d'intervenir. Donc je pense qu'on est à peu près arrivé à ça. On a baissé de production parce que, et je vais traiter la deuxième question en même temps. C'est vrai que le premier frein au passage en bio pour moi, parce qu'il y a quand même assez longtemps que je suis installé, j'ai été longtemps en conventionnel, je n'avais pas fait le pas de la bio avant que Benjamin s'est installé, mais j'en étais très proche, quoi. Mais je ne voulais pas forcément avoir l'appellation bio dans un premier temps.
Donc on était en pratiquement tout terme depuis très longtemps. Mais le seul frein et le plus grand frein que moi j'avais, c'était par rapport à la santé des animaux. Je ne me sentais pas forcément suffisamment épaulé par les vétos qu'on avait l'habitude, parce que les vétos, dès que tu les appelles, c'est bourré d'antibiotiques et c'est bourré d'anti-inflammatoires, et c'est pas forcément essayer de résoudre le problème pour pas que ça s'arrive sur d'autres autrement, quoi. Donc c'est du soin quand elle est malade, mais c'est pas de la prévention. Donc le but pour nous, c'était d'arriver à justement faire du préventif, comme disait Anna, d'avoir un œil extérieur sur le troupeau, parce que ton troupeau, tu es toujours dedans, tu le vois pas. Tu le vois, mais tu analyses pas forcément les éléments qui ont changé depuis 8 jours, depuis que tu as changé d'alimentation. Tu le voyais pas forcément. Donc le fait d'avoir une vue extérieure, et puis au bout d'un moment, quand on a l'habitude de travailler les choses, on se pose pas forcément des questions qui paraîtraient essentielles, mais on est tellement dedans qu'on ne se les pose pas. Alors que quand quelqu'un vient 1 ou 2 fois par an assister à la traite, plus le soin des animaux, tu t'aperçois que on te pose des questions que tu t'étais même pas posées, quoi, mais qui sont tellement évidentes qu'on ne se les ait pas posées, quoi. Donc c'est vrai que depuis que Catherine vient par rapport au veto du GAB, c'est vrai que on a un œil différent parce qu'on se pose pour regarder et les questions nous sont posées. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous correspond à tous les deux maintenant. Donc les antibiotiques, on n'en utilise plus, ou très rarement. En fait, moi j'avais appris avant, en temps conventionnel, à faire des intraveineuses contre les fièvres de lait. Moi je sais faire les intraveineuses, mais j'ai plus besoin d'en faire. Donc le but, je pense qu'à ce niveau-là, il est relativement atteint, quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose pour l'instant. Du coup, je donne la parole maintenant à Catherine Experton, donc du coup de l'ITAB, qui donc a travaillé sur un programme CASDAR Synergie. Donc on va voir un peu plus, zoomer un peu sur une production du coup qui n'est pas représentée autour de la table, qui est la volaille, et puis après d'élargir un petit peu sur ces appréhensions des éleveurs, enfin les prises de décision, et voilà, donc je te laisse la parole. Donc l'ITAB, c'est un institut technique et on coordonne des projets de recherche appliqués pour arriver à produire des références pour les éleveurs en agriculture biologique. Et comme l'a dit Cécile, donc on a piloté un programme CASDAR. Alors c'est un gros mot, CASDAR, qu'on utilise souvent. C'est le compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural. Tout ça pour dire que les éleveurs sont prélevés sur leur chiffre d'affaires pour contribuer à ce CASDAR. Et donc et on a des financements publics pour essayer de mettre en place des projets de recherche. Et celui-là, donc, c'est des projets qui durent sur 3 ans avec plein de partenaires assez variés, des organismes de recherche, il y avait l'ANSES, l'INRA, des organismes de développement, et puis des lycées agricoles et des instituts techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour dire qu'on a mis en place ce programme pendant 3 ans pour essayer de travailler sur tout ce qui vient un peu d'EDDIF, hein, ça ressort bien, comment faire de la prévention, comment essayer de travailler sur l'approche multifactorielle en santé animale. C'était vraiment une préoccupation forte des éleveurs. Le cahier des charges en bio recommande la prévention, comment on peut faire. Besoin de mieux connaître ces pratiques de prévention pour éviter de traiter. Ne pas oublier que ça demande de la technicité, hein. Jean-Noël a parlé d'observation, bon voilà, ça demande d'avoir des références techniques aussi en bio, et l'idée de ce projet, c'était de travailler là-dessus. Donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été mis en place, une étude épidémiologique, donc une étude épidémiologique, c'est un traitement statistique sur plusieurs élevages pour voir ce qui se dégage dans les pratiques, des expés, je vais y revenir, et puis un peu d'observation aussi sur comment l'accompagnement des éleveurs se fait et comment on peut aussi aider dans l'accompagnement. Donc on a travaillé sur des élevages en volaille de chair bio. L'avantage de travailler aussi là-dessus, c'était d'acquérir des références sur des animaux avec des cycles courts. Et on aimerait bien la prochaine fois aller sur les ruminants. Donc il y a une étude épidémiologique qui a été réalisée donc, dans 85 élevages de volailles bio. Ça a été piloté par l'ANSES. Et ça a permis de décrire l'état de santé et de bien-être des poulets biologiques et d'identifier les conditions qui influencent les élevages, enfin, qu'est-ce qui influence l'état de santé et de bien-être des poulets. Donc l'idée, c'était de dégager des mesures préventives par rapport à ces enquêtes.
Je vais passer vite parce que, comme tu disais, il n'y a pas forcément d'éleveurs de volailles et si besoin, on pourra détailler. Donc il y a eu 85 élevages d'enquêtés avec une représentation d'un échantillon national, c'est-à-dire 80% en filière longue et 20% en filière courte. Donc ça faisait 15 élevages indépendants et 70 en filière organisée. À chaque fois, l'ANSES a réalisé des enquêtes assez fines, avec des questionnaires très fermés, à l'âge de 3 semaines chez les volailles, et puis à l'âge de 77 jours. 2 phases assez importantes sur la santé des animaux. Ce qui ressort, donc, c'est des fonctionnements différents entre les élevages de volailles en circuit long et des élevages de volailles en circuit court. Parfois, ça peut paraître des choses évidentes, mais c'est toujours bien d'objectiver, surtout en bio, on a besoin d'objectiver les choses. Donc on a pu voir un peu comment la différence donc sur les éleveurs indépendants, on a des gestions avec plus de bandes, des plus petits élevages, plus de turnover, et puis plus de ventes directes. Oui, ce qui est important, c'est que l'âge de sortie des animaux, tout à l'heure l'éleveur de volailles en a parlé, là sur l'importance du parcours, en moyenne c'est à 42 jours, mais on a aussi vu des éleveurs qui avaient des pratiques avec des sorties plus précoces et qui avaient des pratiques intéressantes. Il y a eu beaucoup de questions qui venaient des éleveurs, tout un sujet sur les bâtiments, on sait que c'est un point important en termes sanitaires. Donc la différence entre bâtiments mobiles et bâtiments fixes, en sachant qu'on a plus de bâtiments mobiles sur les éleveurs de cycle court, indépendants. Et on a essayé de voir un petit peu comment ces bâtiments étaient, de les décrire, de rentrer dans les détails, parce qu'on va voir plus loin que ça peut être la gestion des bâtiments a un impact sur la gestion sanitaire, notamment l'abord bétonné ou pas des bâtiments et l'hygiène des bâtiments. Alors, ce qui ressort de cette étude épidémiologique, c'est donc on a relevé donc les problèmes sanitaires. Donc, il y a peu de problèmes sanitaires. Donc, c'était bien une bonne nouvelle aussi de le voir, puisque sur 85 élevages, seulement 32 ont déclaré avoir des problèmes sanitaires, principalement digestifs. Donc, ça rejoint la réflexion de tout à l'heure de l'importance de l'alimentation. Quelques problèmes locomoteurs et puis quelques problèmes de démarrage aussi dans la gestion des lots. Donc des phases importantes à bien repérer, puisque ce qu'on a pu voir, c'est que tout ce qui se passe avant 3 semaines, c'est vraiment une phase importante dans la gestion des volailles pour faire de la prévention, observer et éviter de devoir traiter plus tard. La mortalité était plutôt faible, 2,8%, donc ça aussi c'était intéressant, avec un lien entre il y a plus de mortalité là où il y a des problèmes sanitaires. Donc voilà, un lien statistique qui a été confirmé. Dans ces enquêtes, on a pu repérer, j'ai choisi de montrer ça même de façon rapide, la place importante de la phytothérapie, parce qu'on a énormément de questions aujourd'hui, nous à l'ITAB, sur quels sont les produits, comment administrer des produits, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme plante, est-ce que c'est efficace, comment on les utilise. Alors on n'a pas encore toutes ces réponses, mais on a bien entendu toutes ces questions. Et là, au moins, ça permettait de voir que énormément d'éleveurs les utilisent. On est entre 65% à 75% des éleveurs qui utilisent principalement la phytothérapie, que ce soit en curatif ou en préventif. Alors l'idée, c'est pas que la phyto devienne la béquille de l'antibio, mais en tout cas, y compris en préventif, pour stimuler aussi les conditions de bien-être des animaux, éviter des stress parasitaires. Parfois dans les parcours, on peut aussi mettre du thym, de l'ail qui peuvent avoir une place importante au niveau sanitaire. On a aussi donc cherché à décrire l'état de bien-être des animaux. Donc il y avait des animaux qui étaient prélevés chez les éleveurs et puis il y avait des observations qui étaient faites sur les tarses, les pattes, le plumage. Donc il y a eu très peu de liaisons, très peu de dégradation et donc des résultats de bien-être avec des bons résultats. Peut-être des résultats améliorés concernant les pododermatites. Et donc là, on en arrive à, plutôt que traiter, essayer d'améliorer les conditions de gestion des bâtiments. L'intérêt de ces programmes CASDAR, c'est aussi de fédérer des expertises et d'arriver à fournir des recommandations pour les éleveurs ou les techniciens ou les vétérinaires. Juste pour dire, dans le projet, donc, il y avait des spécialistes en parasitisme. Alors,
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était intéressant qu'ils puissent eux aussi pointer, faire des examens parasitaires et de voir que ce n'est pas parce qu'il y a des parasites qu'il y a forcément toujours des problèmes digestifs. Ce point-là, la qualité de l'eau de boisson. Alors tout à l'heure, l'éleveur a parlé des parcours. Alors c'est vrai que j'ai moins pointé ce point-là parce que dans notre étude, ce qui ressortait, c'était surtout l'importance de la qualité de l'eau de boisson, qui reste quand même un point faible, puisque seulement 15 élevages avaient une analyse. Donc il y a eu des analyses d'eau chez les éleveurs en bout de ligne, et au niveau bactériologie, des analyses ont été faites, et en fait, peu d'élevages étaient aux normes. Ce qui pose des questions et amène aussi à amener des réflexions au niveau des éleveurs sur comment l'améliorer. Soit en faisant des analyses d'eau régulièrement pour savoir s'il y a besoin ou pas d'intervenir. Et puis des essais ont été menés sur des lycées, le lycée de Bressuire notamment et à l'INRA des Manuro, pour montrer que de purger les canalisations pouvait avoir du sens, puisque ça évitait de traiter l'eau et donc ça permettait d'avoir une eau de meilleure qualité. Ce tableau, je ne vais pas le détailler parce qu'il est bien trop barbare avec plein de chiffres. C'était juste pour, s'il y avait des questions, attirer l'attention sur la qualité de l'eau. Hein, voilà, on a analysé différents critères, le pH, la qualité, la bactério. Et ce qui est en rouge, c'est quand c'est pas génial. Voilà, moi ce que je trouvais intéressant, ce que je disais, c'était les essais qui ont été faits donc, à l'INRA, sur le lycée d'Essy-Caudière, en Poitou-Charentes, où ils ont montré qu'avec des purges régulières, donc ils ont proposé des fréquences de purge, et pour que justement il y ait moins besoin de traiter l'eau et d'avoir des eaux de meilleure qualité. Donc toujours sur les lycées, donc Essy-Caudière et puis à l'INRA des Manuro, il y a eu d'autres études de menées qui sont intéressantes à explorer, à la fois sur la qualité des parcours. Alors je ne l'ai pas mis là, mais il y a des essais en cours sur est-ce qu'en introduisant du thym, du fenugrec sur les parcours, on pourrait permettre une espèce d'automédication par l'animal. Donc ça, c'est intéressant. Il y a eu aussi des expés de fête, donc de façon très encadrée, hein, à l'INRA et au lycée, pour voir qu'est-ce qui se passait quand les animaux sortaient plus tôt. Donc lorsque les animaux sortent plus tôt, ils ont tendance à aller plus explorer le parcours. Ça rejoint un peu le témoignage de l'éleveur de volailles tout à l'heure, de dire, lui, il se pose la question sur comment mieux utiliser le parcours. Donc l'âge de sortie peut aussi être un avantage. L'inconvénient, c'est qu'il y a plus de prédation quand les animaux sortent plus tôt. Voilà. Ensuite, la consommation de l'herbe a été observée. Et puis, il y a des travaux en cours pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait des profils de flore digestive au niveau des volailles qui seraient liés à des pratiques d'élevage et donc des animaux moins malades suivant des profils digestifs. Donc, ce qu'on a un peu conclu, je vous inviterai tout à l'heure, enfin, on a pas mal de documents là-dessus hein, qui font référence et qui rentrent beaucoup plus dans les détails, mais c'est plein de chiffres. Et Cécile m'a dit, oulala, pas trop de chiffres, parce que tu vas endormir tout le monde. Mais non, mais ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a un bon état de santé et de bien-être des poulets biologiques. Je trouvais que c'était important de le redire et de l'objectiver, parce que c'était pas si évident, au-delà de le dire... c'était bien de le démontrer. Il y a eu un faible recours au traitement antibiotique. Donc les éleveurs ont trouvé les moyens de mettre en place des pratiques qui évitent le recours aux antibiotiques. Des taux de mortalité faibles quand on compare avec d'autres filières. Et finalement, peu de problèmes sanitaires. Par rapport au contexte aujourd'hui de certaines discussions, ce qu'on peut aussi constater, c'est que malgré une pression sanitaire qu'on pourrait se dire susceptible d'être forte en élevage plein air, puisqu'on est en parcours, finalement, il y avait peu de lésions parasitaires. Et donc, c'est intéressant aussi à avoir en tête. Voilà. Alors après, une fois que j'ai dit toutes les bonnes choses, il y a quand même des marges de progrès possibles, puisque quand on fait des statistiques, on fait des moyennes de mortalité, et il y a aussi toujours des choses à améliorer. Pour éviter donc à la fois la mortalité et puis à la fois pour éviter d'avoir des problèmes digestifs et donc de traiter. Ce qui est ressorti statistiquement de façon donc avec les méthodes de traitement épidémiologique réalisées par l'ANSES, c'est que il y a encore des leviers d'action pour encore améliorer les choses. C'est à la fois d'améliorer les mesures d'hygiène et de désinfection des bâtiments, de renforcer les mesures de biosécurité avec des changements de chaussures. Donc là, il y a eu statistiquement plus de problèmes quand il y avait moins cette vigilance-là, plus de problèmes sanitaires.
Renforcer la qualité de boisson, j'en ai parlé. Aménager la zone de sortie sur les parcours, parce que c'est souvent... certains animaux n'osent pas aller très loin, et c'est là où ils se fragilisent, enfin où il y a des problèmes de pododermatite dont je parlais tout à l'heure. Préconiser un vide sanitaire périodique complet, et puis développer l'accès aux conseils techniques pour les éleveurs indépendants. Aujourd'hui, il y a peu d'éleveurs indépendants encore en bio, et donc peut-être besoin de 44% des éleveurs estimaient qu'ils avaient souvent pas suffisamment accès à du conseil en volaille. Et tout ça, donc c'était vraiment une étude sanitaire. J'anticipe certaines questions. Donc on n'a pas étudié l'impact économique de ces changements, de tous ces changements de pratique. On a réalisé des guides sur lesquels on a cherché à cibler des clés d'observation et des points de vigilance pour faire du lien un peu entre tout ce qu'on appelle l'approche globale. C'est-à-dire quand il y a des problèmes de qu'est-ce que l'éleveur peut observer pour arriver à se dire tiens, il faut peut-être que je règle ma température, que je règle mon eau, que voilà, on a plusieurs éléments ont été ciblés, la répartition des animaux, le comportement des animaux, l'état des fientes, des litières, les consommations d'eau, les courbes de croissance, tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont anormaux, il y a des observations et des choses qui peuvent être correctives et donc faire de la prévention. Et donc là, tous les éleveurs ont cité le mot, de pouvoir renforcer la prévention. Voilà, donc ça c'était une étude épidémiologique sur 85 élevages de volailles. Et puis sur chez 18 éleveurs de volailles toujours, il y a eu une enquête plus socio-technique pour essayer de poser la deuxième question que tu posais. Quelles sont vos attentes en matière de sanitaire? Est-ce que vous avez des questions particulières? Comment vous le gérez? Quelles sont vos sources de conseils? Quels sont vos besoins? 18 enquêtes qui ont été réalisées en Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, à la fois en circuit court et à la fois en circuit long, pour essayer de mieux comprendre aussi comment les éleveurs gèrent l'approche globale. Et puis aussi, souvent, ils ont plein d'astuces. Là, vous avez tous cité des petites astuces comme ça, qui sont des expériences qui sont intéressantes à faire partager. Ce qui ressort de cette étude, qui a été pilotée notamment par Agrobio 35, c'est que les éleveurs ont conscience, en tout cas selon eux, pour faire de la prévention et sur les problèmes sanitaires, l'alimentation est essentielle. 78% là, des 18 enquêtés considéraient vraiment l'alimentation comme un point clé. Ça rejoint bien le témoignage de l'éleveur qui tout à l'heure parlait de l'alimentation des parcours. Par contre, ça nous a aussi permis de voir que, par exemple, l'eau et la gestion des bâtiments sont moins perçus directement par les éleveurs, et pourtant, c'est là-dessus où il pourrait y avoir des leviers d'action et des améliorations. C'est ce que j'ai montré un petit peu tout à l'heure. Et puis enfin, on leur posait la question, on est un institut technique, donc on voulait savoir quels étaient leurs conseils, leurs sources, quelles étaient un peu leurs références. Alors c'est intéressant parce que on est tous comme ça, on a plusieurs sources d'informations pour régler les problèmes sanitaires. Soit c'est une sphère non agricole, donc beaucoup de femmes aller chercher dans les sphères non agricoles, en pharmacie, etc., des conseils aussi pour gérer en phytothérapie. Il y a la sphère agricole, et ce qui a été surtout mis en évidence, les conseils techniques prioritaires des éleveurs, c'était soit les techniciens d'élevage, alors en circuit long principalement, les vétérinaires, et puis, c'est ce que j'ai mis en rouge, et puis les discussions entre voisins et entre éleveurs. Et 66% des éleveurs, enfin donc sur les 18, insistaient sur le fait que pour eux, des échanges en groupe et en session technique leur permettaient, et en formation, d'acquérir des références. Un tiers ont cherché à rencontrer des personnes ressources dans le cadre de problèmes sanitaires, donc ce n'est pas une majorité. Souvent, avant d'en arriver aux problèmes sanitaires, ça montre aussi que les éleveurs cherchent en formation à acquérir des références de prévention. Et comme je le disais tout à l'heure, 44% des éleveurs en circuit court regrettaient d'avoir insuffisamment de conseils locaux sur ces filières-là. Et bien sûr, des conseils différenciés entre circuit court et circuit long. Juste 2 mots, dans ce projet, on a aussi essayé de toucher du bout des doigts les pratiques d'usage de plantes en élevage,
puisque c'est une forte attente, l'usage des plantes en santé animale. On a essayé de mettre en place un cahier des charges sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait une mutualisation, un partage des expériences en phytothérapie entre éleveurs. Parce que parfois, certains éleveurs se sentent un peu isolés, chacun a ses expériences et ils aimeraient pouvoir le partager. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On a voulu regarder un peu comment on pourrait mettre en place cet observatoire pour qu'il y ait des échanges entre éleveurs. On a été vite confrontés aux problèmes réglementaires. Alors là, c'est pareil, hein, c'est Catherine qui m'a dit non, sinon on va passer toute la soirée là-dessus. Donc je ne vais pas détailler, mais sur le site de l'ITAB, il y a des références sur l'état des lieux réglementaires, sur les statuts des substances à base de plantes. Et aujourd'hui, on essaye de travailler sur comment ça se passe en Europe et puis est-ce qu'il y aurait des listes positives de plantes qu'on pourrait plus facilement recommander aux éleveurs sans qu'il y ait de danger particulier parce qu'elles sont utilisées depuis des générations et ont pu aussi témoigner de leur innocuité. Voilà, donc un petit peu de pub pour l'ITAB. On a réalisé des guides techniques à destination des éleveurs et des conseillers, des vétérinaires. Ils sont sur le site de l'ITAB, à la fois pour ce que je disais tout à l'heure, des clés d'observation, des recommandations, les résultats du projet avec plein de résultats. Et puis on a fait aussi un petit guide avec les astuces des éleveurs. Donc les éleveurs parlent aux éleveurs. Quelles sont leurs astuces dans la gestion de la santé? Merci beaucoup. Je pense que c'est beaucoup de données qui permettent d'illustrer, finalement de montrer que il y a des recherches qui se font et il y a qui permettent de donner des clés aux éleveurs aussi. Et du coup, il a été aussi pas mal question des attentes des éleveurs, je pense, qui peuvent se transposer sur différentes productions. Tu as parlé de mutualisation, de besoins collectifs. Je pense beaucoup, vous, en tant qu'éleveur, vous en avez parlé aussi. Donc peut-être, Catherine, si tu peux nous présenter un petit peu plus en détail un petit peu ce qui se fait sur la Loire-Atlantique, donc en partenariat avec vous, les vétérinaires. Merci. Donc, je vous présente mes sous contrôle des éleveurs participants, bien sûr. Le système de suivi qui a été mis en place par le GAP 44 depuis maintenant 2014. Le début a été au printemps 2014 avec des éleveurs volontaires testeurs. Donc c'est un système qui est basé sur le volontariat, qui se place dans le contexte donc soit d'éleveurs qui sont déjà en bio, soit d'éleveurs qui sont en cours de conversion. Et donc pour passer du conventionnel au bio, il y a un certain nombre de choses qui changent, vous le savez tous. La réglementation sur les conditions de logement, le temps à l'extérieur, l'alimentation, le nombre de traitements. Après ça, c'est la règle. Ça veut dire un certain nombre de choses sur le plan pratique qu'on va détailler un peu ensuite, mettre les animaux dans des conditions où les traitements sont moins une priorité. Et on va un peu évoquer les notions de santé et d'observation et de soins. Le terme de soins qu'on différencie, enfin en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, du terme de traitement. Les soins, ce n'est pas les traitements. On va en reparler. Et après, quels moyens on se donne au niveau individuel en tant qu'éleveur et au niveau du GAB, ce qui a pu être amélioré. Donc la réglementation qui change, il y a, en termes de surface à l'intérieur des bâtiments, ce n'est pas extrêmement différent du conventionnel, si ce n'est que c'est précisé, obligatoirement 6 mètres carrés de couchage, plus 4,5 mètres en plein air, enfin d'accès au plein air. Pour à peu près 10 mètres carrés en conventionnel, ça ne change pas grand-chose. Simplement, c'est obligatoire. Et puis, c'est surtout sur la nature des sols. Mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon, on pourrait déjà passer beaucoup de temps là-dessus. L'accès au pâturage, donc un accès permanent chaque fois que les conditions le permettent, y compris pour les génisses. Donc ça peut changer pour beaucoup de gens, tous ceux qui ont des élevages quasiment hors sol. Et puis pour les génisses, ça implique un certain nombre de contraintes ou au moins de précautions à prendre. L'alimentation avec une part minimum de 60% de fourrage grossier, frais ou séchés, et au moins 50% issus de la ferme. Ça aussi, en termes d'autonomie alimentaire, ça veut dire quelque chose, sachant qu'on est très souvent avec les bio avec qui on travaille bien au-dessus de ça en termes d'autonomie. Et les traitements, c'est la partie qui fait souvent peur à ceux qui sont pas loin, comme disait Jean-Noël, du système bio, qui sont en tout terme, et qui ont peur de ne pas pouvoir s'en sortir s'ils n'utilisent pas plus de 3 traitements chimiques de synthèse dans l'année. Mais il faut bien savoir que ces traitements, c'est hors antiparasitaire et hors vaccin.
Et en fait, si on réfléchit bien, il y a beaucoup de conventionnels qui sont déjà quasiment dans les clous par rapport à ça. Et il y a aussi beaucoup de bio qui sont très très loin de ce maximum de 3 traitements. Ça, c'est pour les cycles de vie productive supérieurs à 1 an. C'est une seule fois pour les cycles plus courts. Avec un doublement des délais d'attente, ça aussi, c'est une contrainte qui peut être lourde si on utilise beaucoup de traitements. Et surtout, on évite tout ce qui est systématisé et les préventions chimiques. Et ça aussi, ça questionne pas mal de monde. Donc dans l'esprit, ça veut dire en fait ces règles-là, si on s'écarte un petit peu de la lettre, c'est mettre des animaux dans des conditions où ils auront moins besoin d'être traités. Hein. On les met à l'extérieur, ils ont plus d'exercice, ils sont moins concentrés. C'est un ensemble de choses qui fait qu'ils devraient être moins malades. Il y a aussi une certaine désintensification. Alors la désintensification, elle est relative, hein, ça dépend des systèmes choisis. Il y a des gens qui sont encore relativement intensifs, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont des productions qui s'éloignent pas tant que ça des productions de certains conventionnels. Il y en a d'autres qui ont délibérément fait le choix d'avoir des animaux qui produisent moins, mais qui sont plus en santé, et qui finalement, avec moins d'intrants, sont souvent plus rentables. On arrive à avoir des animaux à 5-6 000 litres de lait qui sont plus rentables que des vaches à 10 000 sans problème. Et donc, du coup, la fragilité des animaux baisse. Hein. Alors, dans le cahier des charges, la notion de race adaptée, bon, il faut bien reconnaître qu'on trouve souvent les mêmes races qu'en conventionnel, hein, des Primolstein, des Normandes, et aussi tout type de croisement de toutes les couleurs issus de ces deux races-là, mais aussi d'un certain nombre de races à réputation plus rustique, dont les Simmental, les pieds rouges norvégiennes, bon, aussi les Jersiaises, enfin, on a de joyeux mélanges quelquefois. Mais on a aussi des éleveurs en race pure. La notion de santé, ça mérite qu'on s'y intéresse un petit peu, hein, parce que, à mon avis, c'est très très lié au système bio. Hein. On sait que la vie, c'est un équilibre qui est en mouvement permanent, avec des adaptations en permanence. Vous êtes tous, on est tous, les animaux sont tous en train de s'adapter à des conditions externes. Il fait chaud, il fait froid, ils côtoient des gens ou des animaux malades. Enfin, on est toujours soumis à un certain nombre d'éléments auxquels on doit s'adapter, des variations de régime, etc. Donc l'organisme est plus ou moins sensible à ça. Il y a ce qu'on appelle le seuil de sensibilité qui fait qu'on est obligé de changer quelque chose au niveau de notre physiologie, au niveau de notre comportement pour le supporter mieux. Et c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Un animal en bonne santé est capable de s'adapter à un certain nombre de modifications mineures tant qu'elle reste dans un seuil tolérable. C'est là qu'on risque de passer à la deuxième étape, hein, quand on franchit le seuil de tolérance. Et là, si ce seuil de tolérance est franchi de façon trop importante ou que c'est trop long, trop prolongé et que l'animal est soumis à plusieurs stress en même temps, et ben c'est là qu'il va pouvoir éventuellement tomber malade. Souvent, avant de tomber malade, il va nous l'exprimer par des symptômes qu'on appelle des symptômes fonctionnels, hein, ou des symptômes homéopathiques, pour ceux qui s'intéressent à l'homéopathie, qui ne sont pas vraiment des symptômes de maladie, mais qui sont des petits signaux d'alerte qui nous disent « attention, là je commence à plus gérer ». Hein, et on est à ce moment-là dans un stade de résistance. C'est souvent des stades où les productions baissent, où la fertilité est moins bonne et qui doivent déjà alerter comme signaux d'alarme. Et là, la moindre cause déclenchante, une bactérie même pas très méchante qui passe par là, profite de cet état de faiblesse et de résistance pour que l'animal puisse tomber malade. Donc un équilibre parfois précaire, hein, et toujours en mouvement. Le rôle de l'éleveur, hein, c'est de maintenir les conditions de cet équilibre, hein, de l'animal au sein entre ces deux seuils, le seuil d'équilibre et d'adaptation. Ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Hein. Ça demande aussi d'avoir réfléchi à un certain nombre de choses, comme tout éleveur, je dirais, mais encore plus peut-être pour les bio, puisqu'il faut qu'on ait un ensemble cohérent. Il faut être clair sur ses objectifs personnels, sur les moyens qu'on souhaite et qu'on accepte et les contraintes qu'on accepte, aussi bien au niveau personnel que pour ses animaux. L'état de ces animaux que l'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Hein. Je veux dire qu'entre tous les éleveurs qu'on a suivis, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes seuils de tolérance par rapport à ce qu'ils acceptent pour leurs animaux. Et ce qu'on se fixe aussi comme norme pour soi-même, hein, en termes de temps de travail, en termes de contraintes de travail et en termes de revenus, évidemment. Donc ça doit être réfléchi. Beaucoup de systèmes sont viables sous réserve d'être cohérents. Une fois qu'on a défini ça, on peut remplacer les traitements par des soins qui vont être orientés vers les objectifs que l'on s'est définis, dans l'idée que prendre soin, eh ben, c'est s'occuper de ces animaux, mais c'est aussi les regarder, les écouter, hein, on en a déjà parlé sur d'autres conférences, écouter ce qu'ils nous disent ou les messages qu'ils nous font passer par différentes façons, et les accompagner.
Donc il faut un peu de curiosité, il faut de l'empathie, voilà, il faut essayer de comprendre et de se mettre un peu à la place de ces animaux. Donc les écouter, eux nous écoutent et on les écoute. Les moyens, il y a des méthodes, hein, on n'a pas tous la science infuse, hein. Il y a le savoir-faire inné, il y a certains éleveurs qui ont plus de talent que d'autres pour ça, on n'y peut rien, on n'est pas égaux, mais il y a des méthodes et puis beaucoup de choses s'apprennent. Des méthodes basées sur l'observation comme l'Opsalim, vous avez dû déjà en entendre parler, hein, observer un petit peu des signes sur les animaux qui permettent un réglage alimentaire, donc en partant des observations et puis en suivant les effets de ces réglages sur l'animal. L'homéopathie est aussi alors, une méthode de soin d'un côté, mais c'est aussi une façon de reconsidérer ces animaux et de les observer qui permet vraiment d'avancer dans l'ensemble du soin à leur apporter. Il y a d'autres interventions donc, qui sont plus techniques et peut-être plus thérapeutiques, telles que la phytoaromathérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la géobio. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut prendre en compte et dont on peut se servir. Le suivi GAV dans tout ça, hein, donc, il a été proposé pour les bovins laitiers en premier, et puis après ça a été vite étendu aux autres parce que ce n'étaient pas les seuls demandeurs. Un suivi individuel par des vétérinaires qui sont spécialisés en gestion globale et en homéo et en phytoaroma, avec 2 visites par an pour les bovins laitiers, c'était la base initiale. Les bovins viande ont aussi demandé ce type de suivi. On est sur 1 à 2 visites, ça dépend du niveau de demande. Et pour les petits ruminants, en fait, se sont mis en place assez rapidement, un peu à notre surprise, mais avec un intérêt important. Des visites réparties dans l'année en groupe de 4 au minimum. Hein, donc on se retrouve successivement chez les différents éleveurs. Donc c'est un groupe d'échange en fait, si ce n'est qu'on est là aussi pour appuyer ces échanges, de temps en temps rapporter un petit élément scientifique, confirmer ou infirmer certains éléments. Il y a aussi beaucoup d'échanges sur des informations qui circulent. On essaie de caler un petit peu tout ça, mettre en place des protocoles et d'appuyer un petit peu les démarches. Alors il y a plein de choses qui sortent, hein. Les éleveurs sont des forces de proposition intéressantes et donc on essaie de faire profiter un petit peu tout le monde des choses qui marchent. Il y a aussi des cas homéo qui sont faits quand les éleveurs sont formés. Ça permet de travailler un peu sur les soins en homéo. Et en fait, voilà, il n'y a pas de grande règle, si ce n'est de s'adapter aux besoins et aux demandes des groupes. Ce qui fait que sur plusieurs groupes caprins, par exemple, on n'a pas forcément les mêmes activités et pas forcément les mêmes demandes. C'est vraiment à la demande. Donc on s'intéresse à l'alimentation, au logement, au sanitaire, à la gestion au sens large. Et des fois, on met le doigt sur des problèmes de cohérence dans certaines gestions, hein, des différences entre l'élevage des génisses par rapport à ce qu'on veut pour les adultes. Enfin, il y a des choses des fois où on est un petit peu les troubles faits, hein, pour souligner des choses qui pourraient être améliorées. Voilà, dans le suivi GAV, il y a aussi la participation à des essais. Hein. On a eu l'année dernière des essais en parasito et des suivis de croissance des génisses par les pesées pour voir si on pouvait le relier à de la parasito. Donc ça, c'est un certain nombre d'éleveurs qui ont participé à ça avec des résultats qui sont intéressants. Il y a aussi la proposition de formation, mais surtout de mise en œuvre de ces outils, parce que les formations c'est très bien, mais si on en fait 1 ou 2 et puis qu'on repart tout seul, souvent c'est difficile de s'en servir. L'Opsalim en particulier, puisque c'est des choses où il faut un petit peu d'habitude. Phytoaroma, c'est pareil, hein, il y a des formations très théoriques qu'on a du mal à mettre en œuvre, où on reste très dépendant de certains fournisseurs, donc on essaie d'appuyer là-dessus. Bon, même chose, homéopathie, gestion globale. La gestion du parasitisme, c'est pareil, hein, il y a des grands principes. On est souvent confronté à des gens qui ont fait beaucoup de formations sur les parasites, qui seraient peut-être plus capables que de nous de faire les cycles des parasites, mais qui n'ont pas eu les éléments qui leur permettent de gérer et de mettre les choses en relation. Donc voilà, on est sur du pratico-pratique, on part bien sûr des bases, mais on essaie d'appuyer les gens pour les utiliser. Qualité du lait aussi en bovin lait, c'est évidemment un grand sujet, en chèvre laitière aussi. Donc ces formations donnent lieu aussi à des échanges. Hein. Donc les groupes d'échange, en fait, les groupes caprins et ovins sont des groupes d'échange à chaque fois. Pour le suivi des bovins laitiers, c'est des groupes santé qui se réunissent 2 fois dans l'année. On insiste pour que ceux qui sont en groupe d'échange santé soient aussi dans les suivis individuels, parce qu'on se nourrit de ce qui se passe chez eux
Donc c'est bien que tout le monde profite, mais participe aussi. Hein. C'est pas du descendant, c'est de l'interaction, c'est de l'échange. Donc il faut que tout le monde participe. Partage des questions et des expériences. Il y a des solutions qui sont trouvées, qui sont parfois pas dans les bouquins et auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est bien que tout le monde puisse les échanger. Voilà, les points techniques, les conclusions de recherche appliquées, c'est aussi l'occasion d'en discuter tous ensemble. Les avantages de ce suivi GAB, je pense, alors voilà, vous allez dire votre avis après, hein, les éleveurs. Pour moi, c'est une prestation indépendante. On n'a rien à vendre, on n'apporte pas des compléments alimentaires, on n'apporte pas des minéraux, on n'apporte pas des produits. Donc on est là que pour écouter et éventuellement conseiller si on a des solutions. On a aussi une présence qui est suivie dans le temps avec une disponibilité téléphonique entre les deux qui permet aux gens vraiment de se sentir en confiance et de poser les questions qui leur passent par la tête. Et du coup, il y a une relation qui se crée et puis une progression commune éleveur-veto qui fait qu'on a quand même une bonne dynamique, enfin je trouve en tout cas. Bon, la disponibilité c'est essentiel, la confiance donc, qui s'installe au fil du temps, elle ne se décide pas mais elle s'installe. Et puis, je pense que le côté d'adaptation aux objectifs individuels, hein, pour les éleveurs laitiers, c'est particulièrement net. On n'a pas deux situations identiques, même sur des systèmes herbes, on a des comportements qui sont très différents, des objectifs qui sont différents. Et nous, on se recale là-dessus, en essayant de garder la cohérence du système. Donc voilà, vite balayé. Ouais, très vite. Si vous avez des questions, et puis je pense que vous avez des choses à compléter. Est-ce que, peut-être avant de passer aux questions, est-ce qu'il y a d'autres systèmes un peu de ce type-là qui ont pu être observés dans les études qui sont faites? Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent un peu comme ça, de suivi collectif? Du coup, vous avez regardé un peu ça à l'ITAB aussi, je crois? Oui. Ouais. On avait regardé dans d'autres formes de collectifs auprès de groupes, donc les GVC, groupes vétérinaires éleveurs conventionnés, et puis des groupes CIVAM, la DASH35 et un groupe homéopathie. Et donc c'était une étude faite par une sociologue, enfin pour l'étude du Gerdal, pour essayer de voir en quoi la dynamique de groupe pouvait renforcer un peu le partage des pratiques. Et ce qui ressortait d'intéressant, c'était dans les GVC par exemple, ça rejoint un peu ce que tu as dit, hein, le fait qu'il y ait un vétérinaire avec des éleveurs, finalement, ces dimensions de groupe, plus les éleveurs sont en groupe, plus ils deviennent autonomes et plus ils appellent le veto. On pourrait se dire plus ils sont autonomes et plus ils se débrouillent. Et en fait, non, ça leur permet plutôt d'avoir justement des clés d'observation pour pouvoir prévenir au bon moment. Bon, voilà, c'est peut-être ça que je pourrais rajouter, mais... Oui, donc Laurence Jouette, moi je travaille avec Catherine en tant que vétérinaire au GAB aussi. Je rebondis sur la notion d'autonomie parce qu'effectivement on parle beaucoup d'autonomie dans le cahier des charges et dans la bio. Et en fait l'autonomie dans la bio c'est l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que tout doit être, ou la majorité des aliments doivent être produits sur la ferme. Mais il y a parfois une confusion entre cette autonomie alimentaire et puis l'autonomie tout seul. C'est pas parce que vous êtes bio que vous êtes tout seul et que vous devez rester tout seul en fait. Je pense que, et là on est sur quelque chose d'important, je pense que quand on est en bio, on le voit bien dans les témoignages et puis moi je le constate aussi, c'est intéressant d'échanger parce que tout n'est pas écrit, parce que ça évolue beaucoup, parce que on a chacun un système différent et donc ce système d'accompagnement, je pense entre des vétos qui n'ont rien à vendre et puis des éleveurs qui sont ensemble, ça fonctionne bien parce qu'il y a une même volonté de progresser et puis d'aller dans le sens de la santé. Donc voilà, c'était juste sur le terme autonomie. Je trouve qu'il y a une confusion des fois avec ce qu'il y a derrière ce terme. Oui, effectivement, autonomie, nous on voit en chèvre où on est fromager, en vente directe. On s'est bien rendu compte que c'est chacun chez soi et on ne va pas trop vers les autres. On a chacun notre petit périmètre et le fait de travailler en groupe nous permet de voir que le soleil brille pour tout le monde et qu'on peut échanger et qu'on peut avancer ensemble sans se faire de tort. Et ça, c'est formidable. Parce que maintenant, en fromager, on partage vraiment, on se téléphone régulièrement et ça change beaucoup de choses. J'ai plus qu'à remercier tout le monde. Du coup, merci. Et puis, si les gens veulent prolonger, ont d'autres questions, je pense que
sur le stand des GAB là-bas, il y a possibilité de continuer d'échanger et puis voilà, trouver d'autres pistes. Merci beaucoup.